Ce travail que je vais vous présenter, je ne l'ai pas mené toute seule, il a été mené par un groupe qui s'appelle le groupe Gascogne Innov. Et la présentation que je vais vous faire, elle sera faite en collaboration avec Mathilde Guinoiseau de la Chambre d'agriculture du Gers. Donc au niveau du diaporama. Ok. Donc Gascogne Innov, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe opérationnel du Partenariat européen pour l'innovation. Donc en fait, c'est un groupe qui a rassemblé des viticulteurs, des chercheurs, des conseillers et des techniciens viticoles autour de la question de la santé des sols, et notamment qui visait à mettre en œuvre des actions concrètes en réponse à ces opportunités d'innovation qui sont offertes par les nouveaux outils de mesure de la qualité du sol. Donc ce travail il a été financé par la région Occitanie via les fonds européens de développement rural et par l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Donc à l'origine de la démarche du groupe Gascogne Innov et de son projet, en fait, il y a le projet Agrinov, un projet de recherche qui s'est terminé en 2015 et qui a abouti à la validation d'un set d'indicateurs de la qualité biologique des sols agricoles, assorti d'une formation sur la biologie des sols et d'un mode opérateur de transfert. Donc là, l'objectif en fait du groupe Gascogne Innov et de son projet, c'était d'évaluer l'intérêt de ce set d'indicateurs pour évaluer la durabilité des pratiques viticoles et pour évaluer en fait l'intérêt de ce set d'indicateurs pour piloter cette durabilité. Donc le projet Gascogne Innov, il s'est décliné en deux objectifs. D'une part, l'acquisition de références régionales sur l'incidence des pratiques et des itinéraires viticoles sur le fonctionnement biologique du sol. Et d'autre part, en fait, le test d'une méthode afin d'intégrer ces informations dans le pilotage des systèmes de culture. Donc pour des raisons de timing, aujourd'hui, je me limitais à la présentation des résultats en lien avec notre premier objectif. Voilà, donc en fait, avant de vous présenter les données qu'on a obtenues à travers notre projet, je vais revenir rapidement sur la composition du groupe et sur la démarche qu'on a suivie. Donc le groupe opérationnel, il a comporté 17 partenaires, l'IFV, des représentants de la R&D agricole, les chambres d'agriculture du Gers, le groupement des bio du Gers, des groupements coopératifs, un lycée viticole et 11 exploitations viticoles qui se répartissaient de manière à peu près équivalente entre coopérateurs et caves particulières. Un tiers des exploitations dans notre groupe étaient en agriculture bio ou en biodynamie. Et au niveau des SAU vignes, des exploitations engagées, on était en moyenne de l'ordre de 15 à 300 hectares. Donc, une grande variabilité. La démarche du projet Gascogne Innov, en fait, elle a été mise en œuvre de 2016 à 2022. D'ailleurs, elle est toujours en cours et on est toujours en cours de traitement des données qu'on a acquises. Et elle a comporté deux grandes phases d'évaluation de la qualité biologique des sols, en 2017 et en 2021, avec ce set d'indicateurs qui avait été validé dans le cadre du projet Gascogne Innov, Agrinov. Alors, le dispositif de Gascogne Innov, en fait, il s'est appuyé sur un réseau de 13 parcelles au sein de l'IGP Côte de Gascogne et de l'AOC Saint-Mond. Donc là, en fait, sur la carte que vous voyez sur cette diapositive, on voit nos parcelles qui sont représentées par des carrés et par des cercles, en fait. Et on voit du coup la répartition géographique entre les deux appellations et quelques données pédologiques. Plus le point ou le carré est de couleur rouge, plus les sols sont argileux, et plus la taille du point ou du carré est importante, plus la parcelle est riche en matière organique. Donc pour simplifier, dans nos 13 parcelles, on avait dans la zone, on avait deux types de sols, des sols de type argilo-calcaire plutôt riches en matière organique dans la zone nord-ouest et des sols de type boulbène dans la zone sud-est. Donc une forte variabilité des caractéristiques physico-chimiques des sols des parcelles qu'on a prises en compte, mais qui correspond à une bonne représentativité des caractéristiques de sol sur les deux appellations concernées. Alors un petit point un peu plus en détail sur le set d'indicateurs qu'on a suivi. Donc on a beaucoup parlé d'indicateurs ce matin. Bon là, contrairement, en fait, on va dire qu'à la différence de ce qui a été présenté précédemment, on a suivi un réseau de parcelles plus restreint, mais on a mis en œuvre plus d'indicateurs. Donc on a tout d'abord caractérisé toute la physico-chimie du sol, ça on ne peut pas faire abstraction, donc via des analyses physico-chimiques et via le fameux test Bech qui vise à évaluer l'état structural du sol in situ.
Donc là, en fait, ce type de caractérisation, ça vise à caractériser l'habitat du sol pour les populations d'organismes vivants. Ensuite, on a mis en œuvre des LEVA-BAG. Donc le LEVA-BAG, c'est un indicateur global de l'activité biologique du sol qui est basé sur la dégradation au champ en fait, d'une matière organique de référence. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une version un peu plus élaborée du test du slip. Fameux test du slip. Ensuite, pour caractériser l'état des populations, on a pris en compte 3 bioindicateurs. On a fait 3 bioindicateurs qui étaient basés sur des mesures de la faune, vers de terre et nématodes, et des mesures des micro-organismes. Donc ces 3 bioindicateurs, pourquoi on les a choisis? Parce que ces organismes-là, en fait, on sait qu'ils ont un rôle prépondérant dans le fonctionnement biologique du sol et dans la durabilité des agrosystèmes. Et aussi, pour faire écho en fait, à la toute première présentation qui a été faite, ce sont des bioindicateurs qui ont été validés scientifiquement, pour lesquels on a déjà des référentiels d'interprétation et dont on sait que la mesure au terrain est opérationnelle. Voilà. Et donc pour chacun de ces organismes, on a mesuré à la fois des notions d'abondance, mais aussi de diversité. Et pour tout ce qui est micro-organismes, donc c'était les mêmes méthodologies quasiment, à l'exception des réseaux d'interaction, mais que ce qu'a présenté Lionel. Donc un point qui est important, c'est que notre démarche, la démarche qu'on a mise en œuvre, c'était aussi une démarche de diagnostic participative. Le groupe opérationnel a mis en œuvre les viticulteurs eux-mêmes, avec l'appui des structures Chambre, IFV, Bio du Gers, a mis en œuvre les prélèvements et les observations de sol. Donc là, après avoir suivi en fait une formation pour ce faire sur les bases théoriques et pratiques de la qualité biologique des sols. Donc là, ça a été un gros travail parce que pour faire ce diagnostic de la qualité du sol sur une parcelle, il faut compter à peu près une demi-journée à 2 personnes au moins. On peut dire que là, on a rangé les talons aiguilles et qu'on a sorti les bottes. Voilà. Et ensuite, cet ensemble de prélèvements de sol et de données obtenues sur les sols, ils ont été envoyés pour analyse aux différents laboratoires de recherche qui étaient compétents en la matière, et notamment pour tout ce qui était micro-organismes. On a travaillé avec l'UMR Agroécologie. Pour les nématodes, on a travaillé avec le laboratoire Elisol, et pour les vers de terre, avec l'Université de Rennes et l'OPVT. Et en fait, un point aussi qui a été crucial dans la démarche, c'est que l'analyse des données, elle n'a pas été faite à sens unique, en fait, et qu'il y a vraiment une expertise à double sens qui a été mise en œuvre entre les biologistes du sol d'un côté et les agronomes et les viticulteurs de l'autre, pour faire en fait, voilà, cette expertise pluridisciplinaire. C'est ce qui a vraiment permis de mettre en relation en fait, les systèmes de culture et le fonctionnement du sol pour comprendre les interactions entre les deux. Et donc, cette phase d'évaluation des sols, comme je vous disais, elle a eu lieu 2 fois, en 2017 et en 2021. Et suite à la première évaluation en 2017, il y a une phase de co-conception qui s'est mise en œuvre, donc toujours entre les membres du GEO et des représentants des laboratoires de recherche. Et cette phase de co-conception, elle a permis de proposer des changements de pratiques pour améliorer la qualité du sol sur les parcelles du réseau suite au diagnostic initial. Et donc ces changements de pratique, ils ont été mis en œuvre pour certains d'entre eux sur une partie des parcelles du réseau. Donc sur 6 des parcelles du réseau, on a mis en œuvre des changements de pratique donc en lien avec l'introduction de couverts végétaux ou des apports organiques, ou les deux combinés. Et en fait, on a suivi du coup ces changements en gardant toujours un témoin avec l'itinéraire technique initial. Et ce qui fait que quand on est revenu pour faire notre deuxième évaluation de la qualité du sol en 2021, en fait, on avait non plus 13 parcelles à suivre, mais 23 unités, on va dire, agronomiques et pédologiques homogènes échantillonnées. Donc après cette présentation assez complète de la démarche, qu'en est-il des premiers résultats qu'on a acquis ? Donc, comme je vous disais, notre premier objectif, c'était d'acquérir des références régionales sur l'incidence des pratiques et des itinéraires techniques sur la qualité des sols. Et donc, en fait, on a un peu 3 niveaux de résultats. Déjà, on a une caractérisation fine de chaque parcelle,
en termes de diagnostic agronomique, de qualité biologique du sol, de dynamique d'évolution de cette qualité du sol, ça c'est important parce qu'on a fait plusieurs points de prélèvement dans le temps, et d'évaluation du changement de pratique, le cas échéant. Donc ça, toutes ces données, c'est des données qui vont directement aux viticulteurs, qui ont été explicitées et transférées à chaque viticulteur sur ces parcelles. Ensuite, on a un autre niveau de données, c'est qu'on peut positionner notre groupe de parcelles Gascogne-Innov par rapport aux référentiels nationaux qui existent pour chacun des indicateurs qu'on a suivis. Et là, on voit par exemple l'illustration de la gamme de variation de la biomasse microbienne sur nos parcelles Gascogne-Innov par rapport aux références nationales. Et on voit avec satisfaction que notre médiane est un peu au-dessus de la médiane nationale. Et voilà, donc ça c'est important de pouvoir se positionner pour estimer en fait notre marge de progression à un niveau territorial en fait. Et enfin, là, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais le travail plus fin en fait, de positionnement de chaque parcelle au sein du groupe, c'est ça qui nous permet d'évaluer plus dans le détail l'incidence des itinéraires techniques qui étaient mis en œuvre. Donc, pour faire ça, en fait, il a fallu qu'on caractérise nos itinéraires techniques. Donc il faut savoir que sur chacune de nos parcelles, on a acquis énormément de données sur le système de culture, des données très complètes en fait, sur le système de culture en place de manière globale, et y compris sur l'historique. Mais en fait, pour faire l'analyse que je vais vous présenter là, on s'est quand même limité à un certain nombre d'indicateurs pour caractériser l'itinéraire technique, en faisant l'hypothèse que c'était plus les données vraiment sur l'entretien, la gestion du sol au sens large, entretien du sol et fertilisation, qui allait avoir un impact sur la biologie du sol. Et pour faire ce travail-là, en fait, on s'est limité aussi, pour faire le travail d'analyse que je vais vous présenter, à la zone échantillonnée. On n'a pas pris en compte l'itinéraire culturel sur l'ensemble de la parcelle, mais vraiment sur la zone échantillonnée, sachant qu'on est sur des parcelles avec des itinéraires culturaux assez complexes, avec des pratiques d'enherbement très diversifiées. Et voilà. Et donc c'est important de se focaliser sur la zone échantillonnée. Voilà. Et donc, on a pris en compte ces indicateurs de pratique, on les a moulinés dans une analyse statistique multivariée avec les données en fait, de physico-chimie du sol de nos parcelles. Et en fait, ça nous a permis de catégoriser nos 23 unités échantillonnées. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que nos 23 unités, en fait, elles sont regroupées en 3 grandes catégories homogènes, en fait, en termes de physico-chimie et d'entretien du sol. Donc là, on va avoir 3 groupes de sols, 2 groupes de sols sur 3 groupes de parcelles, en fait, donc 2 groupes sur des sols argilo-calcaires, le groupe A et le groupe C, et un groupe qui regroupe les parcelles plutôt sur les sols de boulbène. Et en fait, ce qui va faire la différence après entre ces groupes, c'est que du groupe A vers le groupe C, on va avoir une augmentation en fait, de l'intensification de la couverture végétale, et notamment en termes de durée. Et quand on va du groupe C vers le groupe A, là on va plutôt vers une intensification du travail du sol. Mais il faut voir que par rapport à ce qui a été présenté précédemment, on n'est pas dans quelque chose de binaire. On ne compare pas zéro travail du sol versus de l'enherbement, mais plus des gradients en fait, d'enherbement, de temps de présence et des gradients d'intensité de travail du sol en prenant en compte le nombre de passages, la profondeur de passage et le type d'outil. Il faut savoir qu'aucune de nos parcelles n'était avec zéro enherbement ou zéro travail du sol. On était vraiment dans des gradations. Et donc si on regarde maintenant nos 3 groupes, comment ils se comportent en termes de biologie du sol. Donc là, on a repris en fait les principaux indicateurs pour lesquels on avait des différences. Donc on va de la microbiologie jusqu'au vers de terre, en allant du haut vers le bas. Et en fait, nos 3 groupes, là, les informations qu'on a en termes de plus et de moins, il faut avoir à l'esprit que c'est la comparaison des groupes entre eux et pas une valeur en fait. Par exemple, quand on voit que pour la biomasse microbienne, le groupe C est plus et le groupe A est moins, ça veut dire que le groupe C est meilleur que le groupe A, mais pas pour autant que le groupe A est mauvais. Et en fait, pour vous rappeler ce qui différenciait nos groupes, outre le type de sol, quand on va du A vers le C, on augmente l'intensité de l'enherbement, et quand on va du C vers le A, on augmente l'intensité de travail du sol. Et donc ce travail-là, en fait, ça nous a permis de mettre en évidence les principales pratiques dans l'itinéraire technique qui jouait en fait sur la biodiversité et la fertilité biologique du sol. Et là, on retrouve bien le temps de présence d'un couvert végétal
et dans une moindre mesure la diversité de cette couverture végétale comme un facteur positif, alors que l'intensité du travail du sol a tendance à être un facteur plutôt négatif. Voilà. Et donc un point qui est important, c'est que dans nos couples de parcelles, quand on a mis en œuvre des changements de pratique et qu'on avait conservé un témoin, le fait d'avoir changé une pratique sur la parcelle n'a pas permis à la parcelle de changer complètement de groupe en fait. C'est-à-dire que le temps de mise en œuvre et le poids du type de sol ne nous ont pas permis de faire changer de groupe les parcelles en changeant une pratique. Néanmoins, si on regarde dans le détail, du coup à l'échelle des essais qui ont été mis en place, si on fait le focus notamment sur une parcelle sur laquelle on a mis en place un engrais vert à base de févrole d'hiver, on voit que même si la parcelle elle a pas changé de groupe de fonctionnement biologique globalement, on a noté un effet positif de l'engrais vert sur plusieurs paramètres, notamment la teneur en matière organique, la biomasse microbienne et l'abondance et la richesse de vers de terre. Et ça, je vous montre l'exemple d'une parcelle, mais c'est une tendance qu'on a retrouvée sur plusieurs parcelles de notre réseau sur lesquelles on avait mis en œuvre des engrais verts. Et pour terminer, comme on est quand même des agronomes, on regarde le sol, mais on ne peut pas s'empêcher d'aller voir aussi ce qui se passe en fait au niveau de la plante. Donc là, on voit que cette parcelle-là qu'on a suivie, en fait, c'est une parcelle qui a un objectif de production très élevé, qui est en IGP Côte de Gascogne, et qui n'a pas de problème de productivité. En fait, là, on était vraiment dans l'objectif d'améliorer la qualité du sol dans un but d'augmenter la résilience du sol par rapport aux perturbations. Donc l'objectif de production il était élevé mais atteint systématiquement, mais on s'est dit est-ce que ça nous permet quand même d'avoir un mieux avec ces pratiques qui améliorent la qualité du sol. Et donc là on a eu la chance de bénéficier sur cette parcelle d'un suivi assez long terme en termes d'enregistrement du rendement, de la vigueur et aussi de la teneur en azote assimilable des baies. Et on voit que en partant d'une situation qui était similaire entre notre témoin, donc notre témoin qui a un enherbement hivernal détruit par travail du sol, et notre modalité où on a introduit un engrais vert, on voit que dans le temps, on améliore en fait légèrement les facteurs de productivité de cette parcelle, donc ce qui est quelque chose de positif. Voilà, donc je vais conclure avant de passer la parole à Mathilde. Pour répondre à la question du départ, quels itinéraires pour booster la santé de mon sol, on retrouve là l'importance des couverts végétaux et notamment la notion de maximiser leur temps de présence. Alors en fait, maximiser le temps de présence des couverts végétaux, ça ne veut pas dire forcément faire de l'enherbement permanent, ça peut aussi vouloir dire mettre en place des successions d'enherbement temporaires et jouer en fait sur la date, sur le décalage de la date de destruction de ces enherbements-là. J'en ai pas trop appuyé dessus, mais on a aussi mis en évidence qu'il fallait avoir un raisonnement global et que certaines pratiques pouvaient compenser l'effet délétère des autres, notamment l'effet du couvert végétal peut compenser d'une certaine façon l'effet d'un travail du sol modéré. Et en fait, surtout, on voit qu'améliorer la santé du sol, ça prend du temps. Voilà, il faut des années pour voir les effets. Et si je devais donner quelques notions pour quelle place des indicateurs de qualité biologique du sol dans le pilotage des pratiques, je dirais qu'ils nous ont quand même permis, là, en les faisant à 3-4 années d'intervalle, de répondre à la question « Mon itinéraire culturel est-il en train d'améliorer ou de dégrader la qualité de mon sol ?» Donc en ce sens, ils permettent d'évaluer et de piloter la durabilité des pratiques. Et donc on peut imaginer les mettre en œuvre en monitoring dans un pas de temps de l'ordre de tous les 3 à 5 ans pour piloter la durabilité des pratiques.